Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site du Journal du Net et de Décideurs TV et que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de ce live. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mats Skarduner. Bonjour. Bonjour Mats, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de 55. Alors rapidement, je vais retracer votre parcours. Vous rejoignez le secteur Internet en 95 en intégrant le fournisseur d'accès Infony. Vous rejoignez ensuite Havas en tant que directeur de projet Internet, puis vous devenez directeur général de Monster en 99. Vous créez alors votre première start-up Cooptin, un réseau social de recrutement sur Internet que vous cédez ensuite au Figaro. Et de 2004 à 2010, vous êtes directeur général France et Europe du Sud de Google. Et en 2010, vous cofondez donc 55. Qu'est-ce que c'est 55 ? Alors 55, c'est une agence spécialisée dans la data, dans les données. En fait, on s'est fait une spécialité de la collecte, du traitement et de l'exploitation des données digitales pour le compte de nos clients, partant de pas mal de constats qu'on a fait en travaillant chez Google, puisque mes associés sont tous des anciens de Google. Moi-même, donc j'ai passé pas mal de temps chez Google. Et chez Google, on a constaté pas mal de choses, dont le fait que le marketing devenait complètement technologique, que la colonne vertébrale du marketing, c'était la data, et qu'il y avait un vrai sujet qui était à la fois la complexité de bien appréhender en fait, le nombre de données dont on pouvait disposer, et également l'opportunité considérable que ça représentait en termes de meilleure connaissance du client, meilleure connaissance ou optimisation de la relation qu'on peut avoir avec les gens sur Internet, et également maintenant, pas seulement sur Internet, mais également sur les points de vente. Donc il y a vraiment pour nous une vision qui est de se dire, voilà, tendanciellement la data est partout, on collecte de la data à tous les points de contact sur Internet et en point de vente. Par contre c'est compliqué, et donc il faut de la technologie, des expertises très particulières pour arriver à bien exploiter tout ça. Oui, d'autant que le point de départ un peu de l'agence aussi, c'est de dire que le taux de conversion sur site est beaucoup plus faible que le taux de conversion sur une boutique. Effectivement, le point de départ de 55, enfin le nom de marque qui permet en fait de bien rappeler ce qu'on fait, c'est de dire que en fait, on a trouvé une étude qui disait que dans le retail, donc dans la distribution physique aux États-Unis, 55% des gens qui rentrent dans un magasin achètent quelque chose, alors que le taux de conversion sur Internet, on l'observe de manière assez régulière, c'est plutôt 2%, enfin ça varie, mais c'est des taux qui sont très faibles. Donc toute notre promesse, c'est de, entre guillemets, exploiter toutes les données qu'on peut collecter grâce au logiciel de web analyse, notamment, mais pas que, et augmenter ce taux de conversion, cette efficacité pour la mener quelque part entre 2 et 55%. Ça, c'est un peu la promesse générique de 55. Au-delà de ça, c'est l'idée de se dire voilà, qu'il y a beaucoup d'inefficacité sur Internet. Ça, c'est un constat qu'on a fait vraiment de manière quotidienne chez Google. C'est-à-dire que Google est une très belle machine à amener du trafic, à distribuer le trafic sur Internet. Le système de liens publicitaires est un système extrêmement sophistiqué et intelligent pour amener des gens sur des sites. Mais ce qu'on constatait, c'était qu'une fois le clic sur la publicité réalisé, il y avait vraiment beaucoup de déperditions. Donc on n'atterrissait pas au bon endroit, le prix indiqué n'était pas celui indiqué dans la publicité, l'entonnoir, donc la séquence de pages amenant à un achat était mal fait. Et donc ce problème d'efficacité, comme le problème également de la compréhension du parcours consommateur à travers tous les points de contact, notamment avec l'arrivée du mobile, des tablettes et des écrans multiples. Donc complexité, inefficacité nous a amené donc à créer cette agence focalisée donc sur la donnée, et ce qui fait de nous d'ailleurs un type d'acteur assez original dans le paysage. Alors à ce sujet, il y a un internaute qui parle de ça, qui dit vous dites que 55% des personnes entrant dans une boutique en ressortent en ayant fait un achat et que sur Internet, ce taux n'est que de 2,1%. Mais lui, il dit que c'est une question de numérateur et qu'il est aussi beaucoup plus simple de visiter 10 sites que de faire 10 boutiques. Il a parfaitement raison. Donc en fait, la notion de taux de conversion, effectivement, il faut bien être certain de la définition. C'est effectivement une question de numérateur. Et puis de toute façon, le taux de conversion dont on parle recouvre énormément de réalités. Dans une bijouterie, le taux de conversion il est peut-être de 0,1%. Dans une boulangerie, il est plutôt de 100%. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, c'est vraiment de dire, il est possible d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur Internet à travers l'exploitation intelligente des données, à travers notamment des disciplines telles que l'analytics. L'analytics est une discipline qui préexistait au web, mais qui est une discipline essentielle du web qui consiste en fait à collecter des données et à les analyser afin de prendre des décisions. Donc ça peut être des décisions sur l'ordonnancement des pages, l'ordonnancement des produits, ça peut être des décisions sur le prix de vente par exemple. Et donc la richesse de l'analytics permet notamment donc, ces améliorations. Donc la notion de taux de conversion, entre guillemets, c'est un terme un petit peu galvaudé qui recouvre plusieurs réalités. En tout cas, on peut améliorer les choses, c'est vraiment notre discours. Et ça demande en fait des méthodologies, des process, des compétences très particulières. C'est notre métier de tous les jours.
Comment est-ce qu'on traite, vous avez dit, traiter intelligemment la donnée? Ça passe par quoi, step by step? Alors, ça passe par pas mal d'étapes. Grosso modo, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment trois niveaux d'interaction, ou trois niveaux vraiment importants dans le domaine de la data et du marketing digital. Le premier niveau, c'est la collecte. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle, nous, la connaissance client, c'est-à-dire exploiter les données qu'on a collectées pour mieux connaître les consommateurs et pour avoir la possibilité d'optimiser leur parcours et de personnaliser, par exemple, les contenus, ou en tout cas améliorer l'expérience au sens large. Et le troisième niveau se passe au niveau des leviers publicitaires, donc la capacité, grâce à la donnée, d'actionner les leviers publicitaires de manière beaucoup plus efficace, de segmenter bien plus finement et également de faire le lien entre la vie digitale et la vie, entre guillemets, réelle, parce que maintenant on peut faire ce pont. Donc, pour répondre à votre question, le point de départ, en fait, c'est vraiment de commencer par des questions business, c'est-à-dire se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire avec mes consommateurs ou mes prospects. Ça a l'air de rien, mais en fait, peu d'entreprises le font. On arrive souvent chez des clients ou des prospects en leur demandant, mais finalement, quel est l'objectif de votre site? Quel est l'objectif de votre appli? Quel est l'objectif de votre présence sur Internet? Et souvent, la réponse n'est pas claire. Donc, la première étape, c'est de définir des objectifs business et des indicateurs de performance qui vont permettre, après, de constater les données dont on dispose et ensuite d'aller imaginer les données dont on ne dispose pas et qu'on pourrait aller chercher. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après, c'est de placer les bons outils, les bonnes technologies pour aller capter ces données. Et donc là, il y a toute une suite d'outils sur le marché qui sont plus ou moins connus et plus ou moins performants et qui correspondent à des besoins très différents en fonction de qui on est, de quel type de... Concrètement, par exemple, il y a quoi? Par exemple, Google Analytics, c'est le logiciel le plus répandu sur Internet. Il suffit à lui-même ou c'est pas assez pour aller plus loin? En fait, ce qu'on constate, notre conviction, c'est que les outils ne se suffisent pas eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est la matière grise qui va avec. Si vous avez 100 € à investir pour optimiser votre marketing digital, vous devriez probablement mettre la plupart de ces 100 € sur des compétences et de l'intelligence humaine. Donc l'outil doit être finalement oublié au profit de méthodologie, de compétences et de compréhension des métiers pour améliorer les choses. Mais donc ça ne se suffit pas à soi-même. Et d'ailleurs, le fait que Google Analytics soit très répandu avec une part de marché de l'ordre de 90%, ne veut pas dire que ce soit la panacée d'utiliser cet outil et d'avoir une présence sur Internet complètement optimisée, puisqu'en fait, beaucoup de sites se contentent de poser le tag de base et ça ne suffit pas. En fait, pour pouvoir déployer Google Analytics de manière optimale, il faut pouvoir être extrêmement fin justement dans l'analyse des besoins et dans la définition des indicateurs qu'on veut remonter grâce à cet outil. Et donc, il a plein de possibilités et rares sont les sociétés ou les agences comme nous qui savent l'exploiter à plein. Donc, Google Analytics est une solution, il y en a d'autres, notamment la société Adobe édite une solution qui est très, très performante. Il y a un éditeur français qui s'appelle AT Internet qui est également très présent en Europe et qui est une solution qui est remarquable, dont on se sert beaucoup. Donc pour nous, l'outil, peu importe l'outil, ce qui importe, c'est de bien l'utiliser et surtout de bien le paramétrer pour remonter les bonnes données. L'étape d'après, c'est tout simplement l'analyse de ces données. Et l'analyse de ces données permet en fait après de faire énormément de choses. Pour peu qu'on déploie effectivement pour peu que les questions business soient bien posées et pour peu après qu'on ait les bonnes personnes en face. Et donc ça requiert en fait des compétences assemblées qui sont à la fois très rares et qui travaillent rarement ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait un peu l'originalité de notre positionnement, c'est le fait qu'on a réussi à faire travailler ensemble des consultants qui sont en général des personnes qu'on recrute avec une formation d'école de commerce ou d'ingénieurs, mais qui ont une expérience du marketing digital ou qui ont une expérience de la gestion de projets complexes ou qui ont une expérience du conseil. Ces gens-là sont très analytiques et ont une sensibilité au sujet Internet. Et on les fait travailler de concert avec des data scientists, poste un petit peu nouveau qui est lié à l'explosion de la data, des experts de l'analytics, l'analytics, la discipline donc consistant à collecter les données et à les analyser, des experts du CRM, des experts du média digital, des ingénieurs, donc des ingénieurs applicatifs, des ingénieurs big data ou des ingénieurs réseau, parce que tout le traitement et le stockage des données est une discipline qui est extrêmement complexe. Et donc ce qui fait en fait, je pense, la difficulté et la capacité d'une société comme nous à bien traiter ce sujet vraiment nouveau, c'est le fait de faire travailler ensemble toutes ces disciplines, tous ces profils, ce qui est parfois extrêmement complexe, mais ce qui donne, dès lors qu'on a bien posé le sujet
en amont, ce qui donne des résultats très tangibles. Alors moi j'ai une question sur un créneau sur lequel vous êtes positionné plus récemment, qui est du coup l'achat média. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, clairement, en France, je trouve qu'on est, je vais être un peu dur, mais on est un peu nul pour relier le CRM et l'achat média, le display en fait. On évoque souvent l'arrivée d'une pratique révolutionnaire qui s'appellera le display CRM, qu'on pourrait par exemple interagir avec son client via des bannières publicité. Aujourd'hui, on est très loin. Comment est-ce que vous expliquez? Moi, j'entends souvent du côté des annonceurs me dire, bah, si vous voulez, c'est très compliqué de faire travailler en fait mon agence d'achat média et mes équipes CRM parce qu'il y a des frictions, il y a des problèmes de positionnement. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on arrivera à ce display CRM? Absolument. C'est vraiment la tendance de fond qu'on observe. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'aujourd'hui, le CRM et le marketing, chez l'annonceur, en fait, ne se parlent pas vraiment. Le marketing va être, par exemple, responsable de l'acquisition digitale, de l'exploitation des campagnes sur Internet. Le CRM va avoir toute une gamme d'informations qui vont concerner plutôt les ventes, le point de vente, la relation sur le long terme avec le client dans la vie entre guillemets réelle. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à la fois le marketing qui collecte plein de données sur Internet, en fait, peut nourrir le CRM d'un nombre d'informations très très précieuses qui vont améliorer la connaissance client. Par exemple, si vous pouvez rapprocher votre base CRM grâce à des cookies de la navigation sur les sites, vous allez pouvoir capter énormément de signaux sur la propension d'un internaute à être sensible à une promotion ou sur sa fidélité ou sur son intention, par exemple, de quitter votre service parce qu'il a vu une offre meilleure à côté. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le marketing peut nourrir le CRM. Ensuite, le CRM peut en fait aller chercher des gens sur Internet et peut les recibler sur Internet grâce justement à tout ce qui se passe au travers de l'exploitation des données. Si vous avez une base CRM, si vous avez des cartes de fidélité, si vous êtes capable de mesurer les passages en caisse, vous êtes capable, grâce à des acteurs qui se positionnent sur ce secteur-là, de rapprocher en fait, cette information qui est extrêmement précieuse d'un cookie qui va vous permettre après de faire le lien avec la navigation sur Internet, qui va vous permettre de faire 2 choses. Premièrement, de recibler des gens dont vous avez la connaissance sur Internet pour leur proposer des promotions qui sont plus adaptées ou des produits, des offres qui sont plus adaptés. Deuxièmement, vous allez être capable en fait, de déclencher des actions marketing sur Internet dont vous allez pouvoir mesurer l'efficacité en magasin. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Par contre, c'est le début. Donc on commence à mettre en place ce genre de protocole. On commence à faire travailler à la fois des annonceurs, des régies publicitaires, des spécialistes du CRM et de la data et des agences comme nous qui disposons de compétences telles que je les ai décrites pour aller rendre tout ça beaucoup plus efficace. D'accord. Un internaute demande, un logiciel de Web Analytics peut-il devenir central pour une marque en récoltant et en homogénéisant des données online et offline? Dans quelle mesure? Il peut, de mon point de vue, être vraiment la colonne vertébrale des actions marketing digital. Il est capital, effectivement, de bien le paramétrer, parce qu'en fait, si vous le paramétrez bien, vous avez une connaissance fine de ce qui se passe sur vos actifs digitaux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'avoir une traçabilité anonymisée, hein, bien sûr, des gens en fonction de où ils se trouvent, sur un ordinateur familial, au bureau, sur une tablette, sur un smartphone. Et dès lors, en fait, dès que vous avez cette information-là, le relier à d'autres bases de données est essentiel et facile. Enfin facile, nécessite quand même des projets assez lourds, mais en tout cas, je dirais par rapport à cette question qu'effectivement, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas c'est l'indispensable hub, entre guillemets, ou point central de collecte des données qui va servir après à irriguer toutes les autres bases. Tout cet écosystème-là qu'on évoque, finalement, il repose quand même beaucoup sur ces petits fichiers valises que déposent les acteurs sur les navigateurs des internautes, les cookies. Ouais. L'actualité du moment, c'est justement la CNIL qui s'intéresse à la question et qui lance un grand audit des sites pour voir s'ils sont en fait ils sont OK avec les préconisations de la CNIL sur l'utilisation qu'ils font des cookies. Qu'est-ce que vous pensez que la CNIL va ressortir de cet audit? Parce qu'on n'a pas l'impression vraiment qu'aujourd'hui, en tout cas les éditeurs qui sont quand même en bisbille avec la CNIL, soit OK avec les prérogatives. Ouais. Je pense que ce qui va en ressortir, c'est d'abord une sorte d'état des lieux sur la mise en place en fait, des recommandations de la CNIL, qui sont la transcription de directives européennes. Et la CNIL a une posture par rapport à ces sujets-là qui est très protectrice des internautes, donc qui va assez loin dans le fait, par exemple,
d'exiger qu'il y ait une volonté déclarée de l'internaute, un consentement explicite de l'internaute pour qu'on puisse lui poser ce petit fichier valise qui va permettre de mesurer plein de choses. Ce qui dans les faits est une bonne idée, mais en fait compliqué à mettre en place du point de vue des éditeurs ou des annonceurs. Donc ce qu'ils vont constater à mon avis, c'est jusqu'à quel point ils ont réussi en tout cas à évangéliser entre guillemets sur ces sujets-là auprès des éditeurs et des annonceurs, ce qui est un sujet important. Après, j'espère aussi que notre posture chez 55 là-dessus, c'est que c'est très important d'être extrêmement respectueux des internautes et des individus et de la protection des données personnelles, mais qu'il faut aussi laisser un libre cours à beaucoup d'actions de pédagogie et être vraiment dans une démarche très pragmatique, un petit peu comme ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où l'ICO l'équivalent de la CNIL au Royaume-Uni a été beaucoup plus, on va dire, souple dans son application de cette directive européenne. Et on aboutit finalement à énormément d'informations et de dispositifs qui permettent d'expliquer aux gens à quoi servent les cookies, quelle est la différence entre un cookie de web analyse ou un cookie publicitaire ou un cookie qui va mesurer vos interactions avec les réseaux sociaux, par exemple, et qui va donc, je dirais, responsabiliser à la fois les annonceurs et les éditeurs de sites, mais également faire prendre conscience aux internautes que leur donnée est un capital extrêmement précieux et que tout ça a une valeur et qu'il faut savoir exactement ce qui se passe. Donc, les contrôles de la CNIL, c'est très bien. Je pense que ça va participer à un état des lieux et ça va, je pense, renforcer la conscience de tout le monde que cette économie de la data est extrêmement complexe, que les rapports de force entre les consommateurs et ceux qui leur proposent des choses sur Internet doivent s'équilibrer. On doit être dans un monde où le consommateur comprend quelle est la valeur des informations qu'il consent de donner librement et en échange de quoi il fait ça, de manière à ce qu'on trouve un équilibre, parce que souvent c'est vrai que c'est un peu inquiétant tout ce qui se passe. Oui, parce qu'aujourd'hui, la position de la majorité du marché a commencé par 55, du coup, c'est d'afficher un petit bandeau en fait, sur la home en fait, en disant voilà, on utilise les cookies, ça nous sert à ça, ce qui n'est pas vraiment du coup du consentement. Vous ne pensez pas que la CNIL pourrait retoquer ces dispositifs et devenir légiférer, enfin essayer en tout cas de... Alors, en ce qui concerne nos solutions, en fait, elles sont, pour le coup, je crois que c'est vraiment la seule, ou en tout cas une des seules à être complètement conforme aux recommandations de la CNIL. Donc, ce n'est pas juste un bandeau avec une interaction légère, etc. C'est vraiment un bandeau où il y a consentement explicite ou bien poursuite de la navigation en connaissance de cause. En tout cas, c'est conforme vraiment à ce que donne la CNIL comme instruction. Il y a d'autres solutions qui existent, qui vont plus ou moins loin dans cette conformité, dans cette mise aux normes, entre guillemets, par rapport aux recommandations de la CNIL. Je pense que la CNIL, elle a un rôle vraiment entre guillemets, d'éducation, de réglementation, et voilà, elle est dans son rôle, et je pense effectivement, elle est peut-être un petit peu plus radicale que ses homologues européennes, mais c'est pour le bien du consommateur, et je pense que, encore une fois, le but, c'est d'arriver à un point d'équilibre. Ouais. Et de pas surtout, enfin, il y a aussi un autre aspect, il ne faut pas oublier, de ne pas empêcher l'économie de l'Internet de se développer. C'est un peu le sujet. C'est-à-dire que l'économie de l'Internet est quand même basée énormément sur cette captation de données, sur les cookies aujourd'hui et demain peut-être sur d'autres mécanismes, mais en tout cas, l'économie de l'Internet elle est sur un échange qui devrait être entre guillemets librement consenti et éclairé d'informations qui permettent aux internautes, aux consommateurs d'avoir des services et qui permettent après aux annonceurs effectivement de faire leur travail et de vendre ce qu'ils ont à vendre. Ça doit se faire vraiment dans un échange. Si je reprends un petit peu, en fait, chez 55, vous avez plusieurs cœurs de métier. Vous avez la collecte de données, l'optimisation du dispositif digital, l'acquisition de nouveaux clients. Donc en fait, qui sont vos clients, vos concurrents? Alors c'est une question qu'on se pose tous les jours. Le monde du marketing digital est un monde très complexe parce qu'il y a à la fois des agences qui préexistaient au web et qui se sont transformées en agences digitales ou qui ont acquis des compétences dans ce domaine-là. Vous avez beaucoup d'éditeurs de solutions qui vont permettre par exemple de capter des données ou de gérer tout ce qui est cookies ou bien de placer des tags sur les sites pour améliorer la publicité et l'expérience utilisateur. Vous avez beaucoup de cabinets de conseil également qui sont dans ce sujet parce que
leurs clients leur disent voilà, le monde se transforme et donc j'ai un sujet de transformation digitale chez moi. Et en fait, les cabinets de conseil ont également des besoins énormes de compréhension de l'univers de la data. Donc en fait, c'est un écosystème qui est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs. Et en fait, on est concurrent on peut être concurrent d'agences web d'achat de mots-clés, d'agences web de CRM, d'agences médias. On peut être partenaire et parfois concurrent d'éditeurs de certaines solutions. On peut être partenaire et parfois concurrent de certaines agences ou de certains cabinets de conseil. Le fin mot de l'histoire, c'est une question de positionnement. Nous, on a choisi un positionnement où en fait, on assemble des compétences et on est très agile sur l'utilisation des technologies, sur leur assemblage, sur le fait de les rendre opérantes et interopérables, là où d'autres sociétés vont choisir plutôt d'éditer leurs propres solutions. Nous, notre choix, c'est vraiment les compétences qu'on recrute, qu'on met en musique pour servir à un intérêt qui est l'amélioration du marketing de nos clients à travers l'exploitation des data. Peu importe les technologies qui sont utilisées, par contre, on se doit d'être expert sur ces technologies. Donc, notre positionnement est assez unique dans le sens où on est agence data, société de service parce qu'on fait de l'intégration et du conseil, société de technologie parce qu'on maîtrise toutes ces technologies. Et donc, ça fait de nous, un acteur, je pense, assez singulier. La démocratisation des usages mobiles, un univers pas forcément très perméable en termes d'exploitation de la data, a-t-elle vraiment challengé votre activité finalement? Est-ce qu'il y a eu une remise en question et est-ce que vous dites que voilà, il faut commencer peut-être à aller vers de nouveaux axes aussi de développement? Alors le mobile oui, est en train de complètement changer l'univers du marketing digital. On a eu les chiffres hier du marché américain de la publicité. Je crois que c'est les chiffres de l'IAB, qui disent qu'en gros, le marché américain est en croissance de 15%, mais c'est notamment grâce au mobile qui tire vraiment tout ça, et également au social qui se pratique beaucoup sur le mobile. Le mobile change énormément de choses parce qu'en fait, vous embarquez sur vous vos données que vous avez par ailleurs sur un ordinateur classique, mais vous avez également toutes les données de géolocalisation, et donc vous avez des interactions nombreuses qui peuvent se créer notamment en point de vente. Je pense que le mobile vraiment devient un point de convergence, notamment des données CRM. Ça peut devenir également une sorte de cookie. Vous savez qu'il y a des applications maintenant qui captent votre environnement audio, donc qui savent reconnaître l'émission que vous écoutez ou la publicité que vous regardez, et qui donc permettent de faire du retargeting de second écran. Donc il y a vraiment une richesse, et puis il y a tout ce qui est push notification sur les applications. Les applications sont vraiment des outils de CRM assez puissantes, et donc tout ça change énormément la donne. Et c'est des univers qui sont assez différents des univers web classiques, le monde des applications. Donc oui, ça nécessite en fait pour nous d'investir énormément dans tout ce qui est compétences mobiles, que ce soit pour comprendre les parcours, mais également pour faire de l'achat média intelligent sur les mobiles, et pour mettre vraiment ce canal-là au centre de toutes nos analyses. En termes de traitement de la donnée, on voit des acteurs aller résolument vers du fingerprinting, on en voit d'autres s'orienter plutôt sur le marché applicatif en utilisant les identifiants uniques d'Android et d'Apple, et d'autres qui commencent à réutiliser le cookie, notamment Criteo. Vous, quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous avez une doxa particulière? Non, en fait, nous, c'est un peu comme sur les cookies versus la navigation loguée. Nous, on observe en fait ce qui se passe, on observe les usages, et notre rôle, c'est de rendre nos clients les plus agiles possibles. Donc, si c'est le fingerprinting qui s'impose, on aura forcément chez nous des technologies et des compétences qui seront mises en musique pour bien comprendre ça. Et puis, si c'est autre chose, on s'adaptera. De la même façon qu'on n'a pas de doctrine par rapport aux outils de web analyse. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à bien comprendre l'écosystème et à être le meilleur possible dans la compréhension de ça pour le compte de nos clients. Ouais. Sur la question du fingerprinting, on en a pas mal parlé cet été. Certains acteurs soulevaient qu'il y avait en fait un petit problème éthique dans la mesure où l'utilisateur ne peut pas échapper au fingerprinting par essence en fait. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est vrai qu'on peut faire un opt-out sur un cookie, on peut ne pas utiliser le Facebook Connect, mais le fingerprinting, c'est un peu le Big Brother qui nous suit, même si ça reste du prédictif et du statistique. C'est sûrement vrai. J'avoue que je ne suis pas forcément très calé d'un point de vue technique là-dessus, mais ça change la donne. Effectivement, enfin, la différence du mobile par rapport aux autres points d'accès sur Internet, c'est que c'est vraiment un objet très personnel. Et en plus, voilà, il est configuré et fabriqué, notamment avec des technologies de ce type-là, qui permettent d'aller très loin.
voilà, je pense que de toute façon, tout ce qui va être réglementation autour de la protection de ce qui peut être protégé pour le compte des utilisateurs va forcément s'intéresser au sujet. Et tout ça va vers un... Voilà, je pense que ce qui est en train de se produire, c'est que de plus en plus la société civile et les individus prennent conscience de l'importance de ces données-là et qu'il faut qu'on aille vraiment de plus en plus résolument vers un monde où les échanges entre justement le business et la société civile et les individus, les citoyens, se fassent vraiment dans l'idée d'une exploitation raisonnable et raisonnée des données et se fassent vraiment avec une notion de confiance. Je pense qu'il y a vraiment un sujet sur la confiance qui est en train de s'installer parce qu'on prend conscience justement de l'importance des données et parce que les marques savent que dans cet univers justement complexe où les points de contact sont nombreux et où on sait qu'on peut laisser des données à peu près à tous les endroits où on passe, si vous avez la confiance de votre base de clientèle et de vos prospects, vous avez un avantage concurrentiel qui est radical, quand bien même votre offre serait moins bonne que celle de votre concurrent. Donc la notion de confiance va être vraiment très importante. Mais alors, en fait, il y a deux positions qui s'opposent un peu là-dessus. On a des gens comme Alain Minc qui disent effectivement il faudra faire vraiment attention à ne pas trahir la confiance des utilisateurs, et d'autres qui disent finalement les futures générations, en fait, ils auront toujours connu ça, ils auront baigné là-dedans, et finalement, je ne sais pas si c'est un certain fatalisme ou du pragmatisme, ils se diront qu'ils me prennent ma donnée, de toute façon, si du moment que ça me sert, ce sera positif. Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment besoin de garder la confiance de la société civile sur cette question-là, ou à terme, finalement, c'est le jeu et tout le monde sera habitué à être traqué Je pense qu'il faudra entre guillemets, des points d'équilibre, des contre-pouvoirs, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a toute une tendance transhumaniste qui dit qu'en gros, la technologie augmente l'humain et améliore l'humain. Il y a tout un mouvement qui dit effectivement que les données personnelles ou la vie privée, entre guillemets, c'est une anomalie. Enfin, ce sera tendanciellement une anomalie. C'est Vint Cerf, qui était un des fondateurs de l'ARPANET, qui travaille chez Google à un très haut poste, qui dit ça. Et qui dit en gros, il n'y aura pas de sujet là-dessus parce que soit vous aurez compris que c'est un échange et vous l'aurez accepté, donc je donne des données, je donne des informations, je sais qu'on va en déduire des choses, mais en échange j'ai accès à des tas de services. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on pourrait ne pas trop s'en préoccuper, c'est qu'en fait effectivement les jeunes générations vont vivre avec ça et puis ils vont apprendre à coder, ils vont apprendre surtout à gérer l'effacement d'un cookie. Il y a toutes ces notions de droit à l'oubli qui se mettent en place. Compliqué, mais bon. Ouais. Donc, arbitré par Google. Oui, arbitré par Google. Enfin, moi, je n'y crois pas trop, mais bon. Mais en tout cas, l'idée de se dire que les gens seront suffisamment agiles et éduqués pour pouvoir en fait remettre à plat tout ça et pour pouvoir effectivement bénéficier. En fait, il y a vraiment trois dimensions qui sont importantes pour l'individu. C'est qu'on respecte son identité, qu'on considère qu'il est vraiment unique. Deuxièmement, qu'on respecte sa liberté, c'est qu'on lui laisse la possibilité de recommencer à zéro sa vie sur Internet. Et également qu'on respecte voilà, son intimité et qu'il soit vraiment, voilà, qu'on ait une distance respectueuse par rapport à lui. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, si une catégorie de gens seront beaucoup plus éduqués et pourront gérer ça de manière naturelle, je pense qu'il y aura quand même toute une catégorie de gens qui échapperont à ça pour des raisons d'éducation, parce que la société dans laquelle ils évoluent est moins dans le partage, moins dans la connaissance, et donc il faudra quand même des institutions qui veilleront là-dessus. Je pense que ce dont vous parlez, c'est vraiment pour moi les élites de certaines économies, de certains marchés, de certains pays, mais c'est loin d'être tout le monde. On peut pas aller contre la data, finalement, la seule solution, c'est l'éducation à terme. À l'éducation, ouais, enfin, je pense qu'un des gros sujets, alors c'est pas que la data, c'est l'économie digitale au sens large, c'est même Google. C'est-à-dire que Google, si on regarde Google, si vous avez une bonne éducation, si vous avez un discernement, un jugement sur les choses, parce que vous êtes dans un environnement qui vous a appris à l'être, Google est un formidable progrès pour l'humanité, entre guillemets. Si par contre vous n'êtes pas éclairé, si vous n'avez pas le bagage pour juger si telle ou telle chose est juste, ça peut devenir aussi une forme très inquiétante voilà, on vous impose finalement le savoir à travers un moteur de recherche. Donc c'est un sujet qui est très compliqué. Effectivement, l'éducation, c'est une des façons de traiter le problème. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mads Cardunner d'avoir participé à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.